Bonjour Alexandra et merci de m'accueillir dans ton centre pour parler aujourd'hui de formes de TOC qui sont très méconnues. Et donc peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux tout simplement te présenter, notamment ton parcours et tes domaines de spécialité? Bonjour Raphaël, merci beaucoup de m'inviter à l'AFTOC, ça fait longtemps que je connais votre association. Alors je m'appelle Alexandra Lecard, je suis psychologue clinicienne et psychopraticienne en EMDR, thérapie par la réalité virtuelle, psychologie existentielle et thérapie cognitive et comportementale également. Voilà, et je reçois un cabinet libéral depuis bientôt 15 ans. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le lieu dans lequel on se trouve, qui est un centre que tu as créé? Est-ce que voilà, quels sont les domaines que ça recouvre? Depuis quand il existe et ce qu'on y fait? Alors le centre de thérapie intégrative et nouvelles technologies existe depuis 2020. Il est sorti du Covid un petit peu. Voilà, c'était une belle aventure. Donc je travaille en équipe avec 20 psychologues environ, qui pratiquent tous la thérapie intégrative, c'est-à-dire que chaque praticien maîtrise au moins 2 approches. Voilà, on a un aspect principalement sur les nouvelles technologies, donc la thérapie en réalité virtuelle notamment, et aussi on a un pôle spécialisé sur les violences, tous les types de violences, ainsi que les CRCC, donc les comportements répétitifs centrés sur le corps. Qui va être le sujet qui va nous occuper particulièrement aujourd'hui. Et peut-être dire aussi que ce centre, c'est un lieu qui vit, puisque tu y organises des conférences, tu y accueilles des associations, comme ça le montre aujourd'hui. Voilà, je pense que c'est important de le dire. Et on est à Paris aussi, dans le 9e arrondissement. Voilà, pour ceux qui... On est dans le 9e, à Saint-Lazare. À Saint-Lazare, voilà, très belle rue. Donc en effet, aujourd'hui, ça fait la transition avec le sujet dont on va parler. Finalement, toi, tu es spécialiste d'une forme de TOC méconnue qui s'appelle la dermatillomanie, qui est elle-même une forme particulière d'une catégorie qu'on appelle les CRCC, donc les comportements répétitifs centrés sur le corps. Est-ce que tu peux donner une définition finalement de ces concepts, de la dermatillomanie et voilà, de ces comportements? Alors, la dermatillomanie fait effectivement partie des CRCC, donc des comportements répétitifs centrés sur le corps, qui sont une famille donc, de comportements pas très connus en France et en Europe, un petit peu plus aujourd'hui, mais pas depuis longtemps, qui sont connus sous le nom de BFRB, donc Body Focused Repetitive Behaviors aux États-Unis ou dans le monde anglo-saxon. C'est des comportements qui consistent en le fait de s'arracher les cheveux ou de se triturer la peau ou de se ronger les ongles ou la peau des ongles, de se mordre les lèvres ou l'intérieur des joues. Donc c'est des comportements sur le corps qui induisent des lésions de la peau, malheureusement, puisque ce sont des comportements répétés que la personne a du mal à arrêter d'elle-même, puisque ces comportements soulagent notamment le stress et l'anxiété. Et est-ce qu'on sait qui sont les personnes ou les types de populations les plus touchées par la dermatillomanie ou les CRCC? Alors, la dermatillomanie, c'est le triturage pathologique de la peau, qui consiste en le fait de se triturer les boutons, les croûtes ou les imperfections, de passer sa main sur la peau ou de regarder très près dans un miroir et de vérifier si il y a des petites imperfections à retirer. Si c'est le cas, les personnes peuvent retirer avec les ongles ou un petit outil comme une pince à épiler généralement ou une aiguille. Et la dermatillomanie concernerait 3/4 des femmes environ. Il y a une prévalence féminine. Aux États-Unis, on parle de 86% de femmes environ. À des stades, j'imagine pas, enfin il y a plusieurs degrés, justement, quelles peuvent être les conséquences de la dermatillomanie, puisqu'on en a déjà parlé, tu disais que ça pouvait aller très loin, peut-être même dans les cas les plus graves à des décès, et finalement donc les conséquences bien sûr sur le corps, mais aussi sur la vie sociale, sur la vie professionnelle, quelles peuvent être les conséquences de ces troubles? Alors les conséquences peuvent être effectivement multiples, donc déjà psychologiques, la personne... du fait que ce soit un comportement qui n'est pas très connu, les personnes se sentent très isolées et honteuses. Il peut y avoir des dépressions associées dues à ce comportement s'il devient chronique. Au niveau de la vie sociale, les personnes se couvrent la peau, donc c'est des techniques de camouflage. Ça les empêche de faire du sport parce que la peau va transpirer et le maquillage va couler.
de mettre les vêtements que ces personnes veulent parce qu'elles voudraient camoufler la peau, d'aller à des sorties ou des événements ou des soirées, parce que généralement les crises se font avant un événement. En fait, il y a un pic de stress avant un événement, qui soit joyeux ou triste d'ailleurs, ou anxiogène, et la personne, sans le vouloir, va commencer à se triturer la peau ou se rapprocher du miroir, et elle va craquer, en fait, elle va rentrer en crise comme en transe. Elle va penser que ça fait 10 minutes qu'elle se triture la peau, et en fait, des fois, ça fait 1 heure, 2 heures, voire 3 heures. Donc ces personnes ratent les rendez-vous, ou ont la peau vraiment très boursouflée et abîmée après une crise, ce qui induit de prodiguer des soins ou d'annuler le rendez-vous, puisque la personne ne se sent pas présentable physiquement et psychologiquement aussi. Et sur la vie professionnelle, est-ce que du coup, enfin, il y a un isolement, mais est-ce que ça peut aussi avoir des conséquences sur le travail Alors, effectivement, la dermatillomanie a des conséquences sur le travail, sur la vie professionnelle, quand le trouble est tellement envahissant que la personne donc, a des lésions des tissus qui sont très sévères. Donc ça peut aller de la croûte ou de la cicatrice à un staphylocoque doré, voire dans les cas les plus graves, une septicémie. Donc ça c'est un cas très grave, donc c'est rare, mais ça peut arriver. Donc c'est une infection du sang due au triturage répété de la peau, c'est tous les jours. Donc il y a des personnes souvent qui annulent une matinée, voire une journée de travail sous prétexte d'une maladie ou même d'une dépression, alors qu'en fait c'est dû à un triturage de peau répété qui fait que la personne s'isole de plus en plus, elle n'ose pas en parler puisque ce n'est pas très connu, donc elle ne peut pas en parler à son entourage, ou en tout cas elle n'ose pas toujours. Les médecins du travail, voilà, c'est pas très connu non plus. Les psychiatres, les psychologues également, mais aujourd'hui c'est de plus en plus connu grâce notamment à des patients experts qui en parlent et qui passent sur les réseaux sociaux, et à des associations comme vous qui s'intéressent. Il y a des personnes comme toi qui ont fait beaucoup aussi sur le sujet, il faut le dire. Tu disais que c'était plutôt des femmes qui étaient touchées. Est-ce que au niveau des âges, ça concerne tous les âges? Est-ce que c'est plutôt les jeunes personnes? On sait que le TOC, ça se déclenche beaucoup à l'adolescence. Est-ce qu'il en est de même pour les CRCC et la dermatillomanie? Alors, la dermatillomanie arrive généralement à la période de l'adolescence. Pas forcément parce qu'il y a des boutons, parce que souvent il n'y a pas d'acné préalable, mais voilà, on commence à faire attention à son corps, à le regarder de plus près. Si la personne a un profil assez perfectionniste, elle va avoir tendance à regarder sa peau de près, à vérifier qu'elle est un petit peu parfaite. Et si ce n'est pas le cas, même un pore obstrué va déclencher un comportement de purification, et donc de triturage ou de grattage de la peau. Et ça a des conséquences aussi à l'école, parce que j'ai eu beaucoup de patients qui ont manqué des cours au lycée, au collège, au lycée, voire à l'université, ou carrément arrêté. J'ai eu des personnes qui se sont arrêtées en pleine année, qui n'ont pas passé le bac, parce qu'elles s'étaient trop triturées la peau. Les conséquences dermatologiques et médicales étaient assez sévères, et le repli était quasi total. Voilà. Et tu disais que finalement ça pouvait ne pas se voir, c'est-à-dire que ça peut ne pas concerner par exemple le visage, donc on peut croiser quelqu'un qui aura une apparence tout à fait normale, mais qui en revanche aura le reste du corps complètement trituré, et donc finalement ça peut ne pas se voir. Et est-ce que finalement les crises se font toujours dans des moments où on est seul? Tu parlais finalement que ça se produisait avant un événement. Est-ce que ça peut se voir socialement? Est-ce qu'on peut déceler ça quand on est avec quelqu'un qui souffre de dermatillomanie? Oui, c'est une bonne question. Alors, c'est contradictoire parce que la dermatillomanie, donc c'est un trouble de triturage de la peau. Donc en fait, si les personnes ne se camouflaient pas, ça se verrait tout de suite. En fait, la peau est très abîmée, elle est boursouflée. Ça ressemble à une acné, mais on voit que les lésions s'appellent des lésions auto-entretenues. Donc en fait, on voit que la personne, elle a la même imperfection au même endroit pendant des jours, des semaines, voire des mois. Mais généralement, ça passe pour de l'acné, et les personnes qui ont des CRCC sont un peu les rois du camouflage. Donc, si c'est sur le visage, ça va être du maquillage, et les personnes sont très douées en général pour les différentes techniques de maquillage. Si c'est le reste du corps, il va y avoir les vêtements. Par exemple, si c'est les jambes en été, les personnes ne mettent pas de short ou de jupe ou des choses comme ça. Donc il y a les mains aussi, donc les personnes peuvent mettre des gants. Si c'est le décolleté ou le cou, ça va être des foulards, des écharpes. Donc en fait, les personnes sont tellement honteuses des dégâts qu'elles ont causés à leur peau qu'elles inventent diverses stratégies, ça s'appelle, pour camoufler la honte et à la fois les dégâts
dermatologique. Donc, comment on fait pour savoir? C'est très visible et c'est pas visible à la fois, ce qui est très contradictoire et beau quelque part dans ce trouble, parce que les personnes se camouflent, mais c'est vrai que si la personne a beaucoup sur le visage notamment, parce que c'est vrai que le reste du corps, la personne peut vraiment le camoufler avec des techniques, avec des vêtements en fonction des heures de la journée, mais c'est vrai que sur le visage, on voit que la personne a un problème de peau, et c'est généralement pas de l'acné adulte si les taches sont diffuses en fait. En fait, on voit que c'est pas des boutons, c'est plutôt des lésions qui sont assez étendues, et on voit que c'est toujours les mêmes, et que si c'est pas une, c'est une autre. En fait, la personne a des problèmes de peau, d'apparence pendant des années. Donc là, on voit qu'il y a un souci. On sait aussi que la personne passe des heures dans la salle de bain, notamment le soir. La personne s'enferme sous prétexte de faire sa toilette, mais elle reste 1 heure, 2 heures, 3 heures. Elle peut rater toute la soirée. Donc là, c'est un moyen aussi de se dire que peut-être il se passe quelque chose dans la salle de bain avec un comportement qui serait dysfonctionnel. Donc les techniques de camouflage, beaucoup de maquillage, le fait d'arriver le matin déjà maquillée, parce que la personne ne peut pas se présenter telle qu'elle, le fait d'être irritable aussi après une crise, on voit que la personne a des nouvelles lésions sur la peau, même si elles sont camouflées, et que la personne est très tendue ou qu'elle ne veut plus voir les autres ou qu'elle se renferme, ça c'est un moyen aussi. Il y a une vraie détresse émotionnelle et psychologique. Et la personne aussi, par exemple, peut aller souvent chez le dermatologue et s'acheter aussi toutes les crèmes, les fonds de teint ou toutes les lotions dermatologiques. On passe beaucoup de temps par la pharmacie. C'est généralement les pros du maquillage et des produits dermatologiques, ils les connaissent tous. Ils ont tout essayé, généralement. Et justement, quand on repère chez un proche ou une proche des comportements, tout ce que tu viens de décrire, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider la personne? Parce qu'on sait que dans le TOC, c'est très difficile d'en parler du fait de la honte. Comment on peut aider quelqu'un dont on pense qu'elle pourrait souffrir de ça? Alors, c'est pas facile, mais effectivement, peut-être si vous êtes, vous posez des questions, déjà être ouvert, et peut-être que la personne ne sait pas qu'elle souffre de ce TOC, peut-être qu'elle ne connaît pas le nom, ça c'est très possible, ça arrive souvent. Donc peut-être lui présenter un article sur internet ou une ressource, lui dire qu'on est ouvert et qu'on ne juge pas, et que la personne n'a pas à avoir honte, mais qu'il semble y avoir quelque chose avec la peau ou l'image du corps, ou quelque chose qui a un rapport avec le corps. Si il ou elle a besoin d'en parler, parce que c'est une prévalence féminine, mais il ne faut pas oublier tous ces hommes qui en souffrent. Ils n'ont peut-être pas les techniques de maquillage, mais ça arrive. J'ai déjà eu des patients qui se sont maquillés pour camoufler, et justement, peut-être qu'ils se sentent moins compris aussi, parce qu'on parle plus des femmes, parce que c'est un trouble un peu esthétique. Mais donc être ouvert, à l'écoute, proposer des supports, peut-être il y a des groupes de parole aujourd'hui, il y a l'AFTOC qui va proposer de la communication sur la dermatillomanie, qui est un trouble, alors on ne sait pas pourquoi, mais c'est toujours pas connu aujourd'hui. Moi je suis tombée par hasard dessus il y a presque 15 ans, et en fait ce qui s'est passé, c'est que je pensais que j'étais la seule à pas connaître le skin picking, parce que je venais de sortir des études. Et j'ai une patiente qui m'a dit j'ai un skin picking. Et donc je me suis sentie syndrome de l'imposteur. Je me suis dit non, qu'est-ce que c'est que ça? J'avais raté un cours à la fac. Et je me suis un petit peu renseignée, pas beaucoup. C'est vrai qu'il n'y avait pas grand-chose à l'époque. Et puis après, j'ai eu un autre patient et encore un autre patient qui semblait me parler de triturage de la peau, mais ces personnes n'osaient pas, elles étaient un peu honteuses. Donc je leur ai dit le skin picking, dermatillomania. Et ces personnes étaient très soulagées. C'est à la 3e personne que je me suis dit, mais ils sont combien à avoir ce skin picking, on ne trouve pas beaucoup d'informations dessus. Et j'ai commencé à mettre quelques lignes sur mon site internet pour faire de la psychoéducation. Et là, j'ai reçu de plus en plus d'appels, puisque ça faisait des mots-clés. Et donc j'ai dû chercher des informations, puisque les gens venaient me voir, mais je ne savais pas ce que c'était. Et en fait, du coup, c'est une belle histoire. Peut-être dire aussi que tu as toi-même une chaîne YouTube sur laquelle tu as déjà fait des modules, des vidéos sur la dermatillomanie. Oui, bien après. Il ne faut pas hésiter à aller voir pour aller plus loin. Finalement, est-ce qu'on connaît les causes
de ce trouble, comment ça arrive? Est-ce que c'est le même mécanisme que le TOC ou pas du tout? Est-ce qu'on a un petit peu des éléments de réponse sur les origines? Alors, donc à ce jour, c'est classé comme un TOC dans le DSM-5, la cinquième version, qui est sortie en 2013. Est-ce que tu peux rappeler pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, ce qu'est le DSM? Parce que c'est vrai que c'est un peu la Bible, mais tout le monde ne sait pas ce que c'est. Le DSM, c'est un petit peu le Vidal pour les médecins. Donc c'est un dictionnaire de pathologie pour les psychologues et les psychiatres. Voilà, aux États-Unis, c'est très référencé avec des codes et des numéros pour donner des médicaments en lien avec les pathologies. Si on ne s'en sert pas avec les petits codes, voilà, qu'on n'est pas psychiatre et qu'on n'est pas orienté, même en France on est moins orienté, c'est très controversé le DSM. Mais c'est vrai que la dermatillomanie s'est classée depuis 2013 et le DSM-5 a été très critiqué parce qu'il y a plein de nouvelles pathologies qui sont arrivées. Mais moi je suis un petit peu ambivalente avec ça parce qu'en même temps je suis d'accord et en même temps la dermatillomanie est arrivée dans le DSM-5 et a apparu dans les TOC et apparentés. C'est ça, Voilà, dans les TOC et apparentés, et donc la version française elle a été traduite en 2015 seulement, donc ça fait pas très longtemps que c'est classé, donc moi je l'ai vu comme quelque chose de plutôt positif, en tout cas pour cette pathologie. Donc le DSM, donc une classification. Il faut savoir que dans le DSM-4, ils avaient mis une petite ligne dans le trouble du contrôle des impulsions. À la fin, ils parlaient des piercings, du triturage de la peau, donc il n'y a même pas une ligne en fait, il y a 3 petits mots. Mais dans le DSM-4, ça a été un peu mentionné, donc dans les troubles impulsifs, ou troubles du contrôle des impulsions plutôt. Dans le DSM-5, ils ont choisi de le placer dans les TOC. Je pense notamment à cause de l'aspect ritualisé et le fait qu'il peut y avoir des pensées préalables au comportement. Voilà. On va rentrer juste après dans le détail du mécanisme. C'était sur les causes. Est-ce qu'on sait du coup, est-ce que peut-être le DSM ou est-ce que toi tu as pu observer quelque chose dans les causes de la... Les causes, c'est principalement le stress et l'anxiété. Alors, tu vas me dire, il y en a plein qui en ont, mais disons que ce geste, comme il est sur le corps, il permet de réguler les émotions et de déstresser la personne. Notamment, ça la met en état de semi-conscience, on dit en état de transe. La personne se dissocie un petit peu. Passe des pensées en boucle, des images, elle est plus vraiment dans son corps, elle est ailleurs, elle pense, elle s'arrête sur aucune pensée précise et ça la soulage. C'est pour ça qu'il y a une perte de la notion du temps qui est très invalidante, mais la dermatillomanie, ça sert à réguler le stress. Effectivement, c'est une des causes principales. Et donc finalement, pendant une crise, la personne, alors peut-être qu'après coup, en voyant les effets sur son corps, elle prend conscience du caractère excessif, voire absurde de ses comportements, mais sur le moment, tu disais, elle est en transe, donc elle ne se rend pas compte. Tout à fait. Tout à fait. En fait, elle passe probablement toutes ses journées à se dire aujourd'hui je gratte pas, arrête de te gratter, ou demain j'arrête. Et en fait, si la main passe un petit peu automatiquement sur la peau ou que la personne se rapproche d'un miroir, en général la personne se dit un peu voilà, juste celui-là, où je regarde et j'arrête. Et en fait, il y a comme un appel de la peau, une aspiration de sa propre image, et la personne se dit bon, allez, juste celui-là, et après juste celui-là, et juste celui-là. En fait, il y a une petite négociation avec soi-même et la personne se laisse emporter dans le comportement. Et malheureusement, après, comme elle est happée et qu'il y a une perte de la notion du temps, parce qu'elle est en état de semi-conscience, elle ne gère plus du tout le temps qu'elle va passer. C'est pour ça que ça s'appelle une crise, d'ailleurs. Après, il y a d'autres causes, comme le fait que la personne ait l'impression de se purifier. C'est vraiment un TOC de purification. C'est pour ça que des fois il y a des tocs de lavage à côté aussi. Il y a beaucoup d'agressions sexuelles dans l'historique des patients, malheureusement. Donc voilà, l'idée de se purifier, de gérer le stress et de sortir quelque chose de son corps qui serait impur ou moche ou qui ne devrait pas être là. Il y a quand même, autre que la régulation des émotions, il y a quand même un aspect de purification de quelque chose en soi qui serait toxique ou gênant ou impur. Alors justement, depuis tout à l'heure, tu emploies des termes de stratégie de camouflage, purification, honte, qui est un vocable propre au TOC. Et en quoi, justement, la dermatillomanie
s'apparente, enfin, dans les mécanismes de la dermatillomanie s'apparente au TOC, et au contraire, en quoi ça se différencie? Parce qu'on avait déjà discuté, tu disais qu'il n'y avait pas forcément de cognition, que finalement le schéma classique du TOC, qui serait de obsession, angoisse, rituel et soulagement, ne s'appliquait pas totalement. Donc qu'est-ce qui se joue finalement? Quels sont les mécanismes des CRCC, de la dermatillomanie en particulier? Comment ça marche? Alors pour l'instant c'est classé dans les TOC et je pense que c'est une très bonne chose de partir sur cette piste parce qu'il y a un aspect TOC effectivement dans la dermatillomanie et puis on ne peut pas enlever le fait que c'est fait connaître la dermatillomanie probablement puisque si c'était dans un trouble du contrôle des impulsions c'est pas très connu même chez les psychologues donc voilà, ça aurait pu rester une niche. Et justement même là le terme d'impulsion c'est une différence par rapport au TOC donc en quoi Voilà. Alors la dermatillomanie, en fait, on peut s'apercevoir que c'est un peu un continuum entre un peu trois troubles, si tu veux. Donc, ce serait un trouble obsessionnel compulsif quand il y a des pensées préalables, des rituels, plutôt un trouble impulsif quand il n'y a pas de pensée avant. Et moi, je le mettrais plutôt dans la catégorie de l'addiction comportementale. Bon, ça, c'est un petit truc pour classer, voilà, parce que j'ai réfléchi sur ce trouble, parce qu'en fait, il y a du plaisir dans la dermatillomanie qu'il n'y a pas dans les TOC. Donc ça le placerait plutôt dans une addiction. Donc l'aspect, pourquoi dans les TOC? L'aspect ritualisé notamment, la personne peut vraiment toute la journée se dire ce soir je suis tout seul, je vais pouvoir le faire à 19h quand je rentre après le travail, ou là j'ai une petite pause, ou là je sais que voilà, etc. Donc il y a quand même une préparation pour pouvoir assouvir le besoin et voilà, créer un soulagement psychologique, même physique, hein, il y a une tension interne qui est palpable. Et parce que quand c'est un TOC, il y a un peu des pensées qui créent un comportement et qui mènent à un soulagement. Donc ça, il y a en dermatillomanie, mais on s'aperçoit qu'il n'y a souvent pas de pensée avant, donc des cognitions, ça s'appelle aussi en TCC, thérapie cognitive et comportementale. Donc souvent, en fait, il y a directement un comportement. La personne n'avait même pas eu de pensée, elle s'était même pas dit je vais vérifier celui-là, ou je vais passer ma main, ou me regarder. Il n'y a même pas d'angoisse en fait, c'est-à-dire que dans le TOC classique, il y a une... Des fois, il y a des angoisses mais pas toujours. Qui créent des pensées, qui créent le comportement et qui mènent à un soulagement. Mais la plupart du temps, c'est assez automatique et il n'y a pas d'angoisse qui crée, il n'y a pas de cognition. Et on va directement au comportement. Et quand on va directement au comportement soulagement, c'est impulsif. C'est pour ça que je pense qu'on pourrait dire, on verra un jour, mais ce sera peut-être dans les addictions comportementales, parce qu'il y a du plaisir, avec une dominance compulsive ou impulsive en fait. Il me semble être à tout le monde d'accord. Ouais, très tout le monde d'accord. Et finalement, la grande question, c'est comment on traite ce type de comportement. On sait que pour le TOC, c'est en première intention la TCC que tu viens de citer, avec certaines familles d'antidépresseurs. Qu'en est-il pour les CRCC et la dermatillomanie? C'est une très bonne question. C'est pour ça qu'on s'est aperçu que peut-être que la dermatillomanie n'était pas un TOC, parce qu'en fait, les traitements médicamenteux pour les TOC ne marchent pas sur la dermatillomanie. Donc c'est là que peut-être ça a commencé, on s'est dit il y a quelque chose. Il n'y a pas de traitement médicamenteux, si ce n'est quand même pour réduire l'anxiété, ça peut marcher, effectivement. Je dirais plutôt, mais c'est biaisé quand même, comme je suis psychologue, mais je dirais plutôt une psychothérapie. Alors je sais que tu voulais me demander si on peut s'en sortir seul. Ouais. Du coup j'ai réfléchi. Je pense que oui. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'en sortent seuls, comme dans n'importe quel trouble ou dans le monde de la santé mentale, et je trouve ça assez extraordinaire. Je pense qu'il y a des personnes qui s'en sortent seules, effectivement. Mais je pense aussi que c'est assez difficile, comme c'est donc un TOC, on va dire pour l'instant, c'est classé dedans, on va respecter ça. C'est difficile de sortir d'un TOC tout seul. Donc les traitements médicamenteux ne marchent pas beaucoup. Je pense que c'est parce que c'est peut-être pas un TOC pour moi, mais ça pourrait être une explication parmi d'autres. Une psychothérapie ciblée sur ce TOC avec quelqu'un qui connaît bien, pour ne pas être obligé de réexpliquer les rituels, les conséquences dermatologiques, l'isolement, tout ça, peut-être être compris par quelqu'un qui connaît un petit peu. Et puis, il y a plusieurs approches. J'ai plus de 400 approches aujourd'hui, on dit, dans le monde de la psychologie. Je pense qu'il y en a encore beaucoup plus. Pour ce... Non, en général. Et moi, je suis quand même d'avis toujours que toutes les approches peuvent aider quelqu'un, parce qu'en fait, c'est au patient de choisir un petit peu ce qui lui convient le mieux.
Mais je crois beaucoup en l'approche intégrative et je sais qu'une TCC toute seule, ça peut être insuffisant aussi. Tu veux dire la TCC classique du TOC, c'est ça? Ouais. Mais bon, ça c'est un petit peu mon avis. Moi j'aime bien faire un petit peu un travail analytique à côté, aller un petit peu dans le passé, ou voilà, revoir les causes. Au niveau existentiel, en psychologie existentielle, on trouve plein de choses. Le MDR marche bien aussi sur la dermatillomanie parce qu'il y a souvent eu des traumas. Donc voilà, ça peut être une approche plurielle pour traiter ce trouble. Le mindfulness aussi marche très très bien. Et puis après, évidemment, il y a l'hygiène de vie, le sport pour réguler les émotions, mais aussi peut-être des groupes de parole pour en parler. Je pense qu'il y a plein de choses à faire un petit peu dans plusieurs approches pour se sentir mieux dans sa peau. C'est le cas de le dire. Et dans tous les patients que tu vois, que tu traites finalement, est-ce qu'il y a un gros pourcentage de personnes qui arrivent à s'en sortir complètement et définitivement? Est-ce qu'il y a quand même, est-ce qu'il reste une fragilité comme pour le TOC finalement, où on sait qu'on va rester vulnérable là, dans les moments de stress, de fatigue, certaines pensées qui peuvent revenir? Est-ce que tu as beaucoup de cas de rechute, de personnes qui reviennent te voir? Comment ça se... Alors c'est difficile d'évaluer parce que je pense que toutes les personnes ne reviennent pas me voir, mais il y a des bons résultats. J'ai des personnes après plusieurs années qui me disent qu'il n'y a pas eu de rechute vraiment, à part évidemment des gros moments de stress et d'angoisse, de fatigue je dirais. Je me suis aperçue que 3 ans après la thérapie, ce qui est assez long, il y a comme cette fragilité et en fait la personne peut faire des petites vagues voilà, suite à une forte fatigue ou beaucoup de stress. Et le temps qu'elle m'appelle pour qu'on se voit, en fait, c'est reparti comme c'était venu. Donc je pense que voilà, c'est une histoire de régulation, le temps de se conditionner aussi, ou de se déconditionner. Généralement, la personne continue ses exercices de TCC toute seule. Et on peut se voir pour faire un point, mais je dirais qu'il y a beaucoup de rémission un petit peu. Voilà. Mais j'ai peut-être pas tous les... J'ai peut-être pas tous les retours. Et sinon, oui, il peut y avoir des rechutes, sachant qu'on vient de dire que c'était peut-être une addiction comportementale, donc ça en ferait partie. Mais en dermatillomanie, il s'agit beaucoup de s'accepter tel qu'on est. Il y a vraiment une problématique d'image et de corps, et pas que d'imperfection en fait. C'est pour ça que si on arrive à faire une TCC sur le geste, mais aussi une compréhension de qui on est, sur l'estime de soi, et de s'accepter tel qu'on est. C'est ce qu'on appelle presque les 3e vagues de TCC, c'est ça? C'est thérapie acte. Ouais, la thérapie acte que tu aimes. Ouais. Travailler les valeurs, beaucoup l'acceptation aussi qu'on est imparfait. Ouais. Et ça, c'est problématique en dermatillomanie. C'est une problématique perfectionniste qui est transposée sur la peau, en fait, qui reflète voilà, des exigences vis-à-vis de soi-même, sur son corps comme sur soi, en fait. Ouais. Et finalement, les personnes que tu traites en général, même si j'imagine que chaque cas est différent, la thérapie dure combien de temps entre le diagnostic et le moment où... Ça, c'est pas facile, puisque faudrait évaluer avec des personnes qui font leurs exercices, ou avec la régularité. Mais bon, c'est vrai qu'on dit que les TCC, c'est généralement entre 3-4 mois et 2 ans. Donc c'est ça une thérapie brève, ce qui n'est pas si bref que ça, finalement. Non. Mais en comparaison avec la psychanalyse, en fait. Bien sûr. Ça, voilà. Mais en une année, souvent, si la personne fait ses exercices, qu'il y a une bonne alliance thérapeutique, qu'elle revient régulièrement. On arrive à des résultats significatifs. Alors les résultats, c'est avant, parce que vraiment il y a des exercices portés sur le geste, donc la personne voit bien que ça commence à diminuer. Mais je parlais pour arrêter totalement ou au point que la peau a le temps de cicatriser, que la personne se sente mieux. Je dirais une petite année, mais c'est toujours compliqué comme question pour le psychologue. Oui, bien sûr. C'était pour donner une idée. Enfin, oui. C'est pas 10 ans, quoi. Faut pas effectivement. Donc c'est plutôt... Oui, il y a de l'espoir. Moi, je trouve que ça se traite plutôt très bien. Moi, j'aime bien traiter ce trouble. Voilà. Non, il y a beaucoup d'espoir. Tant mieux. On va finir sur ce message d'espoir. Peut-être une dernière question. Est-ce que tu as un conseil pratique à donner à quelqu'un qui pense, qui observerait des comportements chez lui ou chez elle et qui ne saurait pas finalement, qui se poserait des questions? Donc facile à dire, mais je peux imaginer un petit peu, donc de ne pas avoir honte d'en parler. Un petit peu, de mettre sur la piste l'entourage, peut-être un ami, peut-être un cousin, une sœur, ou
ou sa famille proche, peut-être le partenaire souvent qui n'est pas au courant, mais c'est aussi des fois la personne qui est plus difficile de se livrer, ça dépend des personnes. De ne pas avoir honte, ça c'est vraiment le numéro 1, parce que la honte est très liée à la dermatillomanie, de savoir que vous n'êtes pas tout seul et que ça se traite très 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 bien. Aujourd'hui, c'est plus connu parce que les personnes qui sont venues me voir, donc je réalise que voilà, ça va faire bientôt 15 ans, donc il n'y avait pas de ressources, il n'y avait pas de livres, il n'y avait rien sur les réseaux sociaux, il n'y avait pas vraiment de réseaux sociaux d'ailleurs, très peu. Il n'y avait pas de ressources, vraiment, c'était même pas dans le DSM. Donc même les psychologues, quand on avait une piste skin picking, il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait pas beaucoup d'articles scientifiques. Donc de parler, mais ça c'est dans tous les troubles, de s'ouvrir, de s'accepter imparfait, pour aller demander de l'aide, ce qui n'est pas facile en dermatillomanie, c'est des profils, les profils perfectionnistes, ils ont souvent le schéma latent soit fort. Donc j'ai pas besoin d'aide, je vais m'en sortir tout seul. Sachant que c'est un trouble, donc c'est un CRCC, ça se fait avec les mains, sur son propre corps, donc on se dit je peux arrêter quand je veux, mais ces personnes ont souvent essayé, réessayé, etc. Donc de lâcher prise, même si c'est facile à dire, c'est ça, de pouvoir s'ouvrir, en parler, aller chercher des ressources, il y en a pas mal. Sinon en parler à un groupe de parole, peut-être avec des personnes, je sais que vous en faites. Oui. Donc qui ne jugent pas et qui comprennent, et au fur et à mesure. Très bien. Je crois que c'est plutôt un message positif qu'il faut retenir. Peut-être une dernière chose qu'on peut dire, c'est que tu vas sortir un livre sur le sujet, qui n'est peut-être pas encore, qui est pas encore ressorti, mais je pense qu'il faut le dire, c'est une ressource qui existe, et donc on donnera les références quand il sera sorti, puisque je crois qu'il ne l'est pas encore au moment où on se parle. Non, mais du coup, avec ta vidéo, ce sera l'annonce, parce que je n'en ai pas encore parlé. Sauf que, de toute façon, je pense que la vidéo sera montée quand le livre sera déjà sorti. Oui. Donc on donnera Effectivement, je travaille sur un livre depuis très longtemps, depuis plusieurs années. C'est presque, j'ai calculé, ça va faire 7 ans que j'ai commencé ce livre. Donc ça y est, il est fini. Je l'ai fait, retravaillé. Il est imparfait, mais je me suis dit que c'était un bel hommage aux troubles que je traite. Donc il y a un livre qui va sortir effectivement en mars ou avril. Et qui sera mis en avant par la doc, évidemment. En plus, il est préfacé par Antoine Pellissolo, qui est un grand psychiatre en France, notamment spécialiste du TOC. J'ai beaucoup de chance. Il me soutient depuis le début, en fait. Il savait, j'en avais parlé, je voulais faire passer des questionnaires et à l'hôpital, faire de la récolte de données. Et en fait, il m'a soutenu depuis le début, il est au courant. Alors, j'ai trouvé que c'était la personne appropriée. C'est sûrement, et on a hâte du coup de le lire. J'ai beaucoup de chance. Merci Alexandra pour cette conversation. Et merci Ariane qui est derrière la caméra, qu'on ne voit pas. Merci Ariane.